Madame, monsieur, bonjour. Un nouvel héritier pour la couronne britannique. Il est finalement né hier après-midi. Le pape François qui étonne tout le monde à Rio par son naturel et chez nous des orages parfois violents. 21 départements ont été placés ce matin en alerte orange. Alors voyons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Ces départements vont du nord Pas-de-Calais à la Picardie, la Haute-Normandie, l'Île-de-France jusqu'au Loiret et aux Ardennes, vous le voyez. Des orages aussi prévus cet après-midi du Massif central aux Pyrénées, quelques-uns sur les reliefs de l'Est. Un temps plus calme vers l'Atlantique et puis du soleil près de la Méditerranée. Les températures, eh bien forcément, elles baissent à l'ouest. 24 degrés prévus cet après-midi à La Rochelle, 26 à Nantes, 27 à Bordeaux. Ailleurs, encore de la chaleur, 33 à Paris, 34 à Grenoble et jusqu'à 35 degrés à Lyon et à Montélimar. À propos d'orage, les pompiers de Caen ont dû intervenir des centaines de fois hier après-midi. Les dégâts sont importants dans le Calvados, Axel Cariou et Morgane Tréguette. Des orages avaient été annoncés, mais leur violence, elle, n'était pas prévue. Hier, 16h30, des trombes d'eau s'abattent sur la région de Caen. 60 mm, l'équivalent en moins de 2 heures de toute la pluie d'un mois de juillet. Le vent souffle à plus de 70 km/h, un torrent se déverse dans les caves. Cette restauratrice est choquée. Ça fait comme une cascade d'eau et tout en moins de 10 minutes, ça a été, j'ai eu super peur. En bas, j'ai la chambre froide. J'ai tout le gros matériel pour la cuisine, tout est perdu. Les pompiers sont dépassés, plus de 800 appels. Ici, le plafond d'un appartement menace de s'effondrer. Là, des commerçants organisent une chaîne humaine pour sauver ce qui peut l'être. Un supermarché et un centre commercial ont dû être évacués, de même que ce parking souterrain. On aurait pu imaginer des personnes piégées dans cet endroit et donc qui ne puissent plus remonter tellement la chute d'eau était rapide. Ailleurs, malheureusement, pas le temps d'extraire les voitures. Sur le parking de l'hippodrome, une centaine de véhicules semblent irrécupérables. J'ai regardé rapidement à l'intérieur du moteur et l'électronique est sous l'eau. Dans ce parc ce matin, le triste bruit des tronçonneuses. Ici, les bourrasques ont déraciné des arbres hauts de plus de 20 mètres, inédits depuis la tempête de 99. On n'est même pas plus triste que ça parce que c'est la nature, voilà, on va nettoyer. Mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même, c'est des arbres qui ont 200 ans là, ces tilleuls-là. Plusieurs bâtiments publics ont également été inondés, les dégâts se chiffrent en millions d'euros. D'autres orages sont prévus dans l'après-midi, mais d'une intensité faible. C'est en tout cas ce que nous assure Météo France. La fin d'une longue attente au Royaume-Uni. Le bébé royal est enfin né hier à 17h24 heure de Paris. C'est un garçon, on n'a toujours pas son prénom. Il est en bonne santé, les parents sont heureux, comme on dit. À Londres, Hélène Grégoire, Édouard Bonamour et Corinne Figeaud. Cette annonce ne pouvait être plus solennelle et traditionnelle. Le futur roi, le premier fils de la duchesse de Cambridge, est né. Le protocole est ancestral et respecté à la lettre. Cette missive royale, le certificat médical de naissance, quitte l'hôpital sous escorte policière. La reine est la première à en prendre connaissance, puis quelques minutes plus tard, exposée sur ce chevalet, le même que pour la naissance de William. C'est un garçon. On a attendu si longtemps. Vous êtes sûr c'est un garçon? Cela n'arrive qu'une fois dans une vie d'être présent à ce moment précis. J'ai attendu 5 heures. Très vite, des centaines de personnes s'agglutinent devant les grilles du palais. Tous veulent photographier ces quelques lignes. Le bébé pèse 3 kg 600 grammes. La mère et l'enfant se portent bien. C'est excitant, le nouveau roi vient de naître. C'est notre futur. À chaque occasion royale, ce couple vient ici savourer cet instant historique en direct. On était à cet endroit il y a 30 ans pour la naissance de William. On venait de se rencontrer. Des fontaines colorées en bleu, autour de télécommunications, la ville entière semble annoncer la nouvelle. Des fois que quelqu'un ne soit pas encore au courant que le Royaume-Uni a un nouvel héritier. Et moi, j'ai tout faux avec ma chemise rose. Alors, Hélène, vous qui êtes aux premières loges, est-ce qu'au moins, on a aujourd'hui une idée du prénom de ce nouvel héritier de la couronne?
Alors officiellement, les parents ont un mois pour se décider. C'est le délai de réflexion qu'a pris Elisabeth avant de baptiser Charles. Le prénom du prince William a lui été connu en une semaine et celui du prince Harry en une journée. Il est donc tout à fait possible que ce bébé ait un prénom aujourd'hui. En attendant, les Anglais ont déjà une petite idée sur la question. En tête des paris ce matin, George, James et Henry. Alors je suis désolée, Jacques ne fait pour l'instant pas partie des favoris des pronostics. En revanche, le premier ours en peluche qu'a reçu ce bébé a lui déjà un prénom. Il s'appelle Charles. Il a été offert par son papa, le prince William, en personne, et c'est le premier d'une longue liste de cadeaux que cet enfant va recevoir en provenance du monde entier. Ils vont tous être passés au rayon X ici à Buckingham pour des raisons de sécurité. Un bijoutier a d'ores et déjà offert à Kate un bracelet dont une médaille contient un petit pot de crème pour les fesses du futur roi. Sa valeur 12 000 €, mais Kate a annoncé que la plupart de ces milliers de cadeaux seront donnés à des associations caritatives. Merci Hélène, vous en savez des choses. Ce bébé royal tant attendu représente la dernière génération d'une monarchie qui remonte à Guillaume le Conquérant en 1066. Alors nous n'allons pas remonter aussi loin bien sûr, mais voyons quand même dans quelle famille cet enfant arrive. Catherine Gentil de Canecaude et Gaëtan Lecointe. La reine Elisabeth a vu le jour à l'époque où le ministre de l'Intérieur assistait à la naissance des héritiers du trône pour être sûr qu'il n'y avait pas d'échange d'enfants. Petite fille, on l'appelait affectueusement Lilibet. Elle n'est jamais allée à l'école, mais très vite, elle a reçu de sa mère une éducation à la hauteur de son destin. La reine-mère a élevé sa fille aînée, la future Elisabeth II, de manière irréprochable. Notamment pour qu'elle ne commette absolument jamais la moindre faute en public. Lorsqu'il est né en 1948, le prince Charles ne pouvait pas savoir qu'il serait l'héritier du trône qui attendrait le plus longtemps de l'histoire de l'Angleterre pour pouvoir régner un jour. La naissance de son fils aîné s'inscrivait dans le conte de fées de son mariage avec Diana. William sera le premier prince de la monarchie britannique millénaire à avoir une vie presque normale en allant à la maternelle ou en passant son permis de conduire, il est vrai, devant une meute de photographes. Il sera aussi le premier depuis des siècles à convoler en juste noces avec une roturière. L'annonce de la grossesse de Kate en décembre dernier allait en fait bien au-delà de la rubrique People des magazines. C'est bien sûr un événement extrêmement sérieux, au-delà de toute l'agitation qu'il peut engendrer. Nous avons la reine qui règne actuellement et le prince Charles prêt à lui succéder. William un jour accédera lui-même au trône et maintenant voilà le bébé. Ce qui veut dire 4 générations de monarques en titre ou en devenir. La reine Elisabeth était déjà depuis longtemps arrière-grand-mère. Mais elle est sensible au fait que cet enfant, qui un jour montera sur le trône, naisse l'année du 60e anniversaire de son couronnement. Alors Catherine, vous êtes toujours devant la maternité où il n'est pas impossible que le bébé et ses parents sortent d'un moment à l'autre, même si je le vois, il pleut. Écoutez, oui, effectivement, on s'attend à ce qu'il sorte de manière imminente, malgré une averse épouvantable que nous venons d'avoir. Mais il y a les hélicoptères de la police qui sont dans le ciel. Les policiers au sol ont ajouté des barrières pour contenir la foule de badauds. Donc on pense qu'en effet, Catherine et William vont sortir maintenant très rapidement. D'ailleurs, la coiffeuse de Kate est arrivée pour que la princesse puisse se préparer. Alors ce sera sûrement un moment très émouvant pour William, puisque lui-même, il y a 31 ans, était sorti ici dans les bras de Diana. Et sa mère, évidemment, aujourd'hui n'est plus là. Et ce sera donc sûrement le moment où il va penser à elle. Alors on croit que c'est William qui va porter ce bébé dans ses bras pour symboliser la transmission d'un héritier du trône à un autre. Et il passera ensuite son petit garçon à sa mère Catherine. Donc en effet, pour l'instant, on ne sait toujours pas quel sera le prénom de cet enfant. Il n'y a aucune fuite de la part du palais de Buckingham. C'est le secret le mieux gardé pour l'instant de tout le royaume. Et puis il faut savoir aussi que tous les bébés qui sont nés hier, le même jour que le futur roi d'Angleterre, auront droit à avoir un penny, une pièce de collection qui leur sera remise. Merci beaucoup Catherine et puis bien sûr vous Hélène qu'on a aperçu, bien vous nous appelez dès qu'il y a du nouveau. J'ajoute que toutes les infos et d'autres développements vous les retrouvez comme toujours sur MyTF1 News.
À Rio de Janeiro maintenant, l'arrivée du pape François hier a donné lieu à des scènes de liesse. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les Journées mondiales de la jeunesse. Dans un climat social très tendu, il faut bien le dire, au Brésil, une situation qui suscite de la part du souverain pontife une empathie toujours plus grande avec ceux qui viennent l'acclamer. Sur place, nos envoyés spéciaux, Frédéric Agnès et Régis Rouanet. Le pape François foule le sol du Brésil et à quelques kilomètres de là, devant la cathédrale métropolitaine, les Brésiliens, les yeux rivés sur leur téléphone portable, exultent. Le pape est arrivé au Brésil. Je veux voir chacun de ses pas. Sois le bienvenu. Derrière la cathédrale, la papa mobile n'attend plus que son pape. Il est en route. 1 heure plus tard, la foule des pèlerins rassemblés sur son chemin peut enfin le voir. Cet homme, si proche des pauvres, le voir, ça me touche. Il est venu pour nous voir aussi, donc il s'intéresse à nous et ça nous fait très plaisir. C'est pour ça qu'on vient l'acclamer. Et ces Français ont eu de la chance. Ils ont bénéficié des lumières de leur accompagnatrice brésilienne. On avait nos sœurs qui nous ont aidés à nous placer aussi. Les gendarmes nous ont dit mais allez de l'autre côté parce qu'il va passer. Entrez avec toute votre troupe, vous allez rencontrer le pape de très près. Bah, je l'ai presque touché quoi. Et alors, ouais. Quoi? J'ai encore le cœur qui bat, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de malade. François n'est pape que depuis 3 mois, mais déjà il suscite une très grande ferveur chez les catholiques. Ce pape séduit par sa simplicité, on l'a beaucoup dit, mais également par sa capacité à surprendre. Ce premier rendez-vous avec la population en plein centre-ville de Rio n'était pas prévu au programme il y a encore 2 jours. Prévue de longue date en revanche, la cérémonie d'accueil du souverain pontife. Dans un pays marqué par de profondes inégalités et devant la présidente, François s'est voulu le pape de tous les Brésiliens. De l'Amazonie à la Pampa, des régions arides au Pantanal, des petits villages aux métropoles, que personne ne soit exclu de l'affection du pape. Prochaine apparition prévue du souverain pontife, demain à 250 km de Rio, au sanctuaire d'Aparecida. Aux États-Unis, l'aéroport new-yorkais de LaGuardia a été fermé hier soir à la suite d'un problème d'atterrissage. Vous le voyez, un appareil venant du Tennessee a rompu son train avant en touchant la piste. Plusieurs passagers auraient été légèrement blessés, mais plus de peur que de mal. Un nouveau règlement de compte hier soir à Marseille. Un homme d'une 40aine d'années a été exécuté de plusieurs balles par 2 tueurs à scooter. Il se trouvait alors au volant de sa voiture. Il s'agit du 10e homicide par arme à feu depuis le début de l'année dans la cité phocéenne. Et puis sachez que Jérôme Cahuzac doit être entendu une nouvelle fois cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire. L'ancien ministre du Budget accusé de fraude fiscale devra s'expliquer sur de nouveaux éléments apparus lors de l'audition de son ministre de tutelle Pierre Moscovici. En cette période de départ et bientôt aussi de retour de vacances, cette enquête publiée hier par le magazine Autoplus va beaucoup vous intéresser. Elle concerne l'hygiène dans les aires de repos sur les autoroutes en région parisienne. Vous allez le voir, Benjamin Dard et Anaïs Barthes ont fait des découvertes surprenantes. Beaucoup de monde sur les routes au cœur de l'été. Et sur les aires de repos, on croise autant de vacanciers que de bactéries. Donc là, on est sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie. Ce journaliste a effectué des relevés sur une trentaine de ces lieux en France. Premier nid de germes, les toilettes. Dans ce genre de toilettes très délaissées comme celle-ci, on va dire qu'à tous les coups, il y a beaucoup trop de bactéries. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est que nous avons souvent décelé des staphylocoques, des coliformes, des choses comme ça. Ici, sur ces boutons, sur ces endroits où vous posez les mains. Plus inattendu, ces tables qui vous tendent les bras, des germes en tout genre. Ils font aussi leur pause déjeuner. Le bois est un matériau qui favorise le développement des bactéries et des germes. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé des quantités de bactéries absolument énormes parfois sur ce genre de support. Encore moins ragoûtant, les couverts en libre accès, manipulés par tout un chacun. 1 fois sur 3, le niveau de bactéries dépasse les valeurs acceptables. Pour les mêmes raisons, évitez aussi ces petits matelas plastifiés pour changer votre enfant. En revanche, les pistolets à carburant et bornes de péage semblent miraculeusement épargnés. Ces bactéries, en tout cas, peuvent ruiner vos premiers jours de vacances. Les risques d'avoir ces germes justement dans le tube digestif, c'est tout simplement, dans certains cas, notamment dans les périodes d'épidémie, d'avoir des diarrhées, d'avoir des épisodes qui vont être en relation avec ces germes. Si vous avez par exemple des gastro-entérites qui se promènent, si vous manipulez des objets qui
comportent ces germes, ben vous allez être tout simplement malade. Principale recommandation de ce spécialiste, se laver les mains le plus souvent possible pour éviter ou du moins limiter toute forme de contamination. Alors que les jeunes entrepreneurs ont de plus en plus de mal à obtenir du crédit de la part des banques, un nouveau mode de financement se met en place, c'est le financement participatif. Le principe est simple, on ouvre une cagnotte sur Internet et cela permet de mettre à contribution toutes ses connaissances. Un exemple à Caen avec Noé Gandillot et Charline Coca. À la fraise, au citron, à la pistache ou au caramel beurre salé, le chou, Anthony le prépare sous toutes ses formes. Son rêve, ouvrir sa pâtisserie dans le centre-ville de Caen. Sa solution, le financement participatif. Je suis sur un projet de création d'entreprise avec un capital de départ qui est presque zéro. Donc ça va aider à appuyer mes fonds propres pour l'ouverture de ma pâtisserie. Ses premiers capitaux, Anthony ne va pas les chercher à la banque mais sur Internet. En quelques lignes, il explique son projet et fait un appel aux dons à hauteur de 7 500 €. Famille, amis proches et même quelques lointaines connaissances, ils sont plusieurs dizaines à avoir mis la main à la poche. Hervé Delbar est l'un des donateurs. On participe un petit peu à ses débuts et pour moi c'est très excitant. Il a l'idée, il a le talent, il a l'envie de réussir et ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, notre jeune pâtissier a récolté un peu plus de la moitié de la somme demandée. Marina, elle, a déjà atteint son objectif de 4 500 €. En septembre, elle va pouvoir lancer son entreprise de doudou personnalisé. Alors aujourd'hui, elle tient à montrer sa reconnaissance à ses donateurs. Il y a plusieurs façons de remercier les gens, à la fois par les réseaux sociaux, le site internet, le blog, mais aussi en leur offrant des cadeaux comme des badges, des sacs ou encore des doudous à personnaliser. 3, 4. Ce groupe de musique a lui récolté 2 000 €. Grâce à cette somme, ils pourront financer le tournage de leur clip et peut-être marcher sur les traces des chanteurs Grégoire ou Irma, tous deux devenus célèbres grâce au coup de pouce du financement participatif. Et j'ajoute qu'un projet de loi sur justement l'économie sociale et solidaire sera présenté demain au Conseil des ministres. Il concerne environ 200 000 entreprises. Certains fruits et légumes ont des qualités cosmétiques particulières. En Haute-Provence, une jeune créatrice a décidé de les valoriser dans des crèmes et des lotions. Elle fait travailler exclusivement des producteurs et des laboratoires de la région. Pascal Vinquel et Antoine Janon l'ont rencontré près de Sisteron. La vallée de la Durance, au pied des Hautes-Alpes. Au milieu des vergers, un champ d'argousier et ses petites baies oranges. Un fruit acide doté d'une vertu exceptionnelle. C'est un fruit qui est 30 à 50 fois plus riche en vitamine C, par exemple, que le jus d'orange. Propriété très intéressante pour cette créatrice de cosmétiques. Son concept, des produits à base de fruits. 100% bio, 100% français. On a une vingtaine de producteurs en région PACA essentiellement. Il y a un vrai sens à s'approvisionner au local. On travaille non seulement avec des producteurs français, mais même toutes les sociétés sont des TPE et des PME françaises. La cosmétique, débouché inattendu pour l'arboriculture. Ce producteur bio écoule ses coins pas assez présentables pour l'alimentation. Il y a 2 ans, on a eu la grêle, donc là, on avait beaucoup de fruits déclassés. 80% en année normale, on a 25-30% de fruits déclassés. Donc ça représente quand même un petit volume déjà. Et je trouve que c'est pas négligeable. Des fruits qui sont transformés en eau distillée comme ici ou en huile. Un complément d'activité pour ce laboratoire qui jusqu'à peu ne travaillait que les plantes. Là on est entre 10 et 20% de chiffre grâce à cette activité d'eau distillée à destination de la cosmétique. Et c'est dans cet autre laboratoire à côté d'Aix-en-Provence que sont élaborés les cosmétiques. Alors ce sérum, écoutez, ça avance, vous voyez la texture. Des produits fabriqués et conditionnés sur place, plus de 100 000 pièces chaque année et un marché en forte croissance porté par la mode du naturel. L'Asie notamment est friande des produits provençaux. La marque y réalise 20% de ses ventes. Revenons à la vague de chaleur que nous connaissons actuellement avec une alerte jaune à la canicule en vigueur depuis hier à Paris et dans le département du Rhône. C'est un avertissement bien sûr à l'adresse des établissements qui accueillent les personnes les plus fragiles et puis c'est l'occasion pour nous de rappeler quelques mesures de précaution élémentaires. À Lyon, où l'on prévoit 35 cet après-midi, Christophe Buisine et Eric Nappi. Hôpital de Fourvière, le service de soins longue durée accueille 238 patients, moyenne d'âge 87 ans. Ici, avec l'alerte jaune canicule, on a reçu une recommandation de l'Agence régionale de santé
Pas de sortie aux heures les plus chaudes de la journée, rassembler les patients dans les pièces climatisées et surtout penser à les faire boire toutes les 2 heures. Je n'ai jamais soif. Alors justement, j'essaye de me forcer d'y penser, mais j'ai pas soif. Ils n'ont plus la sensation de soif à partir d'un certain âge et c'est vrai qu'ils ont un risque de déshydratation très important, notamment dans les services Alzheimer. Ils ont déjà des troubles du comportement et c'est vrai qu'en cas de déshydratation, les troubles de comportement sont majorés. Dans les structures adaptées, les risques de déshydratation sont donc limités. Le problème, ce sont souvent les personnes âgées autonomes. Geneviève Notin, 70 ans, vit seule. Cette ancienne secrétaire sait qu'elle doit rester vigilante. Elle garde ses volets fermés et boit fréquemment. Aller dans les magasins réfrigérés, des fois, c'est agréable, mais il faut y aller. Et pour y aller, il fait chaud. Donc, en ce moment, je ne sors pas beaucoup. Il fait trop chaud. Traditionnellement, les personnes âgées sortent tôt. Mais quand la température atteint 35 degrés l'après-midi, ce n'est plus une habitude, mais une nécessité. Moi, je sors le matin et je sors l'après-midi, je vais sous les arbres. Moi, j'ai un ventilateur, alors je me mets le ventilateur et puis je reste chez moi. Grâce aux orages attendus à Lyon dans la soirée, les températures devraient fortement diminuer. Une chaleur qui en tout cas donne envie d'aller se baigner quand on a la chance d'être à la plage. Regardez les températures relevées ce matin, 21 degrés dans l'eau à Calais, une température digne de la Méditerranée puisqu'à Collioure l'eau est à 22. Le maximum c'est pour le Pays Basque avec 24 et aussi 26 sur la Côte d'Azur. Alors quand il fait chaud et qu'on dort mal la nuit, une petite sieste s'impose. Grâce au Pays des Fleurs, on peut même s'assoupir dans les senteurs et les parfums. C'est une idée originale que Lucie Robert et Didier Laborde ont testé pour nous. Fermez les yeux, inspirez bien fort. À Grasse, une brume parfumée invite le visiteur au repos. C'est extraordinaire. Moi j'adore la sieste. C'est génétique chez moi déjà la sieste. Mais alors en plus avec les effluves comme ça, olfactifs, c'est merveilleux. J'ai plus envie de partir. Ici, le transat serait donc le lieu idéal pour méditer après les différentes visites de la journée. On a pu un peu apprendre d'où venaient toutes ces odeurs et les origines aussi de tous ces parfums. Par le temps qu'il fait en ce moment, eh bien ça rafraîchit. Des effluves diffusés dans plusieurs jardins, tout comme dans les rues de la vieille ville. Le but, associer ce souvenir olfactif à l'expérience des visiteurs. Ça fait une bonne ambiance autour du parfum, ça reflète bien l'esprit de la ville. Là je sens je sais pas, la violette, le coquelicot. L'essence associe en fait santal, jasmin et cacao, un parfum dans les règles de l'art conçu par de jeunes artisans grassois. On sent d'abord les notes les plus légères pour aller jusqu'au cacao là dans cette composition. Et là c'est vrai qu'en fonction de la diffusion, on se retrouve à pouvoir déterminer chaque note. Il faut avoir un nez un peu plus expérimenté, mais on arrive à le faire. Nul besoin d'être un nez pour s'évader. Ces senteurs embaumeront les jardins grassois jusqu'à la fin de l'été. Et vous l'avez remarqué, cette année, les moustiques sont particulièrement voraces. Vous le voyez sur cette carte, 46 départements sont particulièrement touchés en ce moment. Donc les fabricants de répulsifs se frottent les mains, c'est normal. On retrouve dans les Alpes-Maritimes Lucie Robert et Christine Guérard. Quand le pique-nique rime avec moustique. Fin d'après-midi ici à Grasse, difficile de profiter du jardin. On ne peut pas dîner dans l'herbe pendant la soirée, c'est pas possible. Le bracelet, ça évite les bras, mais ça évite pas les jambes, ou alors il faudrait s'en mettre aussi un aux chevilles. C'est pas intenable, mais c'est très désagréable. Plus sensibles, les enfants sont soigneusement aspergés. Les répulsifs occupent cet été encore une large place dans les rayons des pharmacies, mais toujours pas de solution révolutionnaire. Il y a toujours des produits qui sortent chaque année, mais grosso modo, c'est toujours à peu près les mêmes formules, avec une dose différente en fonction de l'âge du patient. Nouveauté, en jardinerie, ces produits qui traitent le problème à la source. On s'attaque en premier aux larves, dans tout ce qui est endroit humide. Ça marche très bien parce que vous allez à la source du problème, vous allez tuer la larve et non l'adulte. Et si les ultrasons ou autres serpentins ne suffisent plus, cette spécialiste se déplace. Pour ce restaurateur installé en bord de rivière, la pointe de la lutte anti-moustique, une technologie développée en Floride. Donc là, ils sont aspirés et ils sont desséchés et ils arrivent dans le réceptacle complètement desséchés. Ça attire et ça aspire. C'est pour ça qu'on l'a appelé aspirateur à moustiques.
Coût de l'investissement, 500 € pour une surface de 3000 m², le prix de la tranquillité d'un déjeuner au bord de l'eau. Alors, on repart à l'instant à Londres, Catherine Gentil de Carnecode. Il semble que la pluie ait un peu modifié le Royal Programme. Oui, en effet, les autorités viennent de déjouer tous les plans prévus d'une sortie imminente du jeune couple et de son bébé, qui devront apparaître à un moment ou à un autre par cette porte qui se trouve juste derrière moi. Et en effet, on ne sait pas si c'est parce que les médecins considèrent qu'il faut mieux que la jeune mère et que son bébé reste encore un peu sous surveillance, mais en tout cas, ils ne sortiront pas avant 19 h heure de Paris ce soir ou même demain matin. Donc on ne sait pas si c'est pour une raison médicale ou pour une raison météorologique, car en effet, ici tout à l'heure, il y a eu une averse extrêmement violente et on prévoit même une tempête sur Londres cet après-midi. Donc peut-être que les autorités préfèrent, pour que ce bébé ait un premier contact agréable avec le monde extérieur, que les conditions météorologiques soient un peu plus clémentes. Merci beaucoup Catherine. Alors, on revient en France. Ils reproduisent les mêmes gestes de génération en génération. Leur paysage ressemble un peu à un tableau impressionniste. Ce sont les sauniers de Gruissant dans l'Aude. Pendant l'été, on peut aller les voir travailler, comme l'ont fait Louis Milano-Dupont et Mathieu Poissonnet. Le salin de Gruissant se réveille de bon matin. À l'aube, le vent a cessé de souffler. L'heure du saunier. L'heure de récolter le plus précieux de l'or blanc, cette fine pellicule cristallisée, la fleur de sel. Quand elle apparaît à la surface de l'eau, on essaie de ramasser le maximum. Et il y a une saison pour ça? Et une saison, ça commence du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Donc il faut que les nuits soient fraîches et les journées chaudes. C'est l'alchimie du sel. Une alchimie, un savoir-faire bien maîtrisé. 450 hectares d'exploitation, des dizaines de bassins à surveiller un par un afin de suivre au plus près les mouvements et l'itinéraire de l'eau puisée en mer. Ça s'appelle les coups de canne, on donne 50 coups de canne pour savoir la densité à chaque partenariat, le volume et le sel qu'on a sur tout le salin. Notre travail, c'est de l'amener à saturation. Et ainsi réussir à sortir près de 15 000 tonnes de sel chaque année. Mais aussi des huîtres. Le salin a su se diversifier. Polyvalent, c'est des huîtres au poisson sel. Un pari lancé il y a 3 ans, lorsque l'industriel historique a voulu fermer le site. Une hérésie pour des sauniers de père en fils depuis plusieurs générations. Sous son Panama, Patrice Gabanou, autrefois salarié, aujourd'hui chef d'entreprise. Les 3 ans après, en pleine saison, il y a 40 employés. Ça représente 20 emplois équivalents temps plein à l'année. Ça fonctionne bien. Il ne faut pas être revanchard dans la vie, c'est dire, écoutez, vous êtes trompés. Voilà. Cerise sur le gâteau, aujourd'hui près de 80 000 visiteurs par an viennent apprendre comment l'on obtient du sel et d'où vient ce rose qui colore les tables salantes. Donc l'ensemble des derniers bassins sont roses, tout simplement, à cause de la présence et d'une multiplication d'algues. Clou du spectacle, ces flamands qui doivent eux aussi leur couleur à ces salins où ils viennent se nourrir. Une végétation luxuriante, des fruits exotiques, des centaines de perroquets. Non, nous ne sommes pas sous les tropiques, mais dans le Morbihan. Catherine Charles et Jean-Étienne Mac ont voulu percer les mystères de ce parc tropical au pays des menhirs. Saint-Jacques-les-Pins, dans le Morbihan. Et un étrange explorateur, Michel Giquel. Ce docteur Livingstone breton, ancien pépiniériste, a transformé il y a 25 ans ses terres agricoles en parc. Aujourd'hui, ce jardin de 5 hectares abrite une faune et une flore inhabituelles pour la région. L'acidité du sol breton nous permet de cultiver ces ananas. Au parc tropical, la nature est généreuse. Quant à la famille Giquel, elle aime partager le fruit de ses récoltes. Depuis 4 ans, on cultive ici, bien sûr, l'ananas. On va les déguster ensemble. Vous pouvez goûter, hein? Tenez. On ne ferait pas d'ananas en Bretagne, quoi. Plutôt les artichauts, ils sont très très bons. Et pour servir tout l'été les fruits de ces ananas bretons, 3 générations, plateau en main. Vous allez faire un grand voyage, là, hein? De l'autre côté du rideau, loriquet, haras et cacatoès s'attendent. Pour eux, c'est aussi l'heure du goûter. Cocktail du jour, le nectar de fleurs. Lève encore ton bras un petit peu plus haut, Bichette, là. Ces perroquets sont originaires d'Australie. Ils sont complètement acclimatés bretons, puisqu'ils adorent manger du 4 quarts. Et comment que ça me plaît?
Je suis sortie de la campagne, moi, mais c'est pas comme ça, des perroquets, des machins comme ça, pas chez nous. C'est des vaches. Mais au parc tropical, on cultive l'insolite. Et quand Madame Jiquel, mère, s'occupe de la boutique... Michel, on t'attend pour le spectacle, s'il te plaît, merci. Michel le père, Erwan et Gwendal les fils font leur show. Bravo, le petit chat. Tel le facteur cheval de leur passion, la famille Jiquel a su tisser une immense toile qui jamais ne sera achevée. Je vous invite maintenant à découvrir une exposition originale au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Elle s'intitule « La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette ». C'est tout un programme. On y découvre les trésors d'ingéniosité qui ont été déployés au fil des siècles pour que le corps de la femme soit présenté sous son meilleur jour. Pour l'homme, c'est une autre histoire. Étrange voyage, en tout cas en compagnie d'Elisabeth Trane et David Salmon. Mais que réserve donc cette salle au nom étrange, plongée dans le noir? Il se profile derrière les vitrines des images de corps parfaits dont ont rêvé les hommes et les femmes depuis la fin du Moyen-Âge. Des silhouettes magnifiées, amplifiées, au gré des structures et des artifices dissimulés sous les vêtements. Au XIVe siècle, les hommes se devaient de bomber le torse et portaient sous le pourpoint un rembourrage flatteur. Un peu plus tard, au XVIe siècle, c'est sur une autre partie de l'anatomie masculine que se focalise l'attention. Ces braguettes pouvaient être considérées comme indécentes et d'ailleurs Montaigne dans ses essais parle de la fausseté et de l'imposture donc de ces artifices. Mais les hommes portaient par signe de virilité et de puissance cette braguette sur la culotte. La silhouette des femmes, elle, n'a guère évolué au cours de l'histoire. La taille fine et la poitrine avantageuse sont des canons de beauté constants servis par les corps à baleine et les corsets. La taille semble plus fine encore lorsque par illusion d'optique, les hanches se parent de paniers articulés. Nous sommes au XIXe siècle, c'est la grande époque de la crinoline qui donne à la robe toute son envergure. Elle est peu à peu remplacée par la tournure, puis par le faux cul. Un saut dans le temps, le XXe siècle voit l'avènement de la gaine et du soutien-gorge qui allège le corps. Les attributs féminins et masculins sont toujours mis en valeur. En 1948, le kangourou se présente comme le premier slip viril. Depuis, comme si l'histoire se répétait, les dessous, à grand renfort de mousse, simulent le volume lorsqu'il est inexistant. Et pour boucler la boucle, il est temps de passer au salon d'essayage. Il est très très rembourré. Hein. Là, c'est sûr que c'est un push-up ou une chose comme ça, donc c'est marrant. Il faut parfois s'y prendre à plusieurs et à plusieurs reprises. Corseté ou pas, c'est ce qui s'appelle rire à gorge déployée. Messieurs, je vous avais prévenu, c'est donc au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Nos séries de l'été à présent, après avoir navigué au large du Finistère hier, Éric Boucher et Sophie Hernandez nous emmènent aujourd'hui, toujours au fil de l'eau, sur un canal au cœur de Colmar, dans le Haut-Rhin. Aux portes de Colmar, la visite est guidée. Toute une petite famille nous emmène découvrir les charmes du canal. La balade dure à peine une demi-heure et plonge d'abord les plaisanciers au cœur d'une nature verdoyante, apaisante. C'est vraiment la tranquillité, la sérénité. Et bien, vous voyez, on sort un peu du brouhaha de la ville, et parce qu'il continue encore en amont. Et donc là, on se croirait un peu comme dans le Marais Poitevin. Donc c'est une promenade qui est très très agréable. La Loche, c'est un canal qui vient donc des Vosges. Et donc à l'époque, c'est là qu'il y avait les pêcheurs et les bateliers. Et cette rivière, à l'époque, elle s'appelait Fischbach, donc le canal, la rivière des poissons. Cette rivière était très poissonneuse, et il y avait du saumon. Et à l'époque, il y avait des bateaux qui t'amarraient ici, comme celui-ci, vous voyez là. Et donc il y avait des pêcheurs qui réparaient leurs filets. La barque à fond plat entre dans la vieille ville en passant sous la maison du bourreau, qui faisait aussi office il y a plusieurs siècles de percepteur. Question de taxes toujours, un peu plus loin, un stratagème à l'alsacienne. Cette petite tour, c'est un oriel. Et dans le passé, c'était souvent un lieu de prière. Elle a été aussi construite à partir du premier étage parce que c'est un encorbellement. Et c'était une technique de construction pour tout simplement pas payer de taxes dans le passé. On ne payait les taxes que sur la surface de sol des maisons. Sur le canal, les maraîchers transportaient leurs marchandises jusqu'aux Halles, au cœur du centre historique. Tout près, le quai de la poissonnerie où se vendaient les produits de la pêche.
Ce quartier pittoresque a un surnom. Posé dans le quartier de la Petite Venise, tout simplement parce que cette rivière rappelle Venise avec les maisons qui sont de part et d'autre du canal, et également ces bateaux à fond plat qui rappellent les gondoles de Venise, d'où l'appellation Petite Venise. Une promenade tranquille à Colmar, au beau milieu d'un patrimoine historique alsacien d'exception. Et nous retrouvons aussi l'univers un peu mystérieux, il faut bien le dire, des dunes, comme celle d'Espiguette au Grau-du-Roi dans le Gard. C'est la plus haute de la Méditerranée française et elle attire de nombreux touristes. Un reportage de Jean-François Garcia, maintenant élu Caroube. Ils marchent au pas pour entamer leur promenade sur la plage de l'Espiguette. Non pas pour se lancer au galop, mais pour s'enivrer de cette étendue battue par le Mistral entre la mer et les étangs. Un joyau auquel les plus anciens tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et regardez ça, regardez-moi ça si c'est pas beau. Quand je suis fatigué, je viens là à cheval et ça me ressource. Je suis neuf. Vous voyez, je suis neuf. Revigoré par tant d'espace, de sable à perte de vue, avec la mer en toile de fond. Il est 10 h du matin, Pauline et Christophe arrivent sur la plage. Ils sont responsables de la protection du site et seuls autorisés à arpenter la dune de l'Espiguette. Elle est l'une des plus hautes du littoral méditerranéen français. Leur souci, les promeneurs, les vacanciers. Malheureusement, ils aiment bien observer le paysage de haut, donc ils vont monter dessus. Les enfants faire des roulades dans les dunes, c'est passionnant, mais malheureusement ils ne se rendent pas compte que le petit grain de sable a mis des millions d'années à monter en haut et qu'en une seconde ils le font tomber en bas et que forcément la dune s'affaisse et ne joue plus son rôle de protection contre les inondations marines. Des comportements qu'ils tentent bien sûr de changer, et cela alors même que la plage, il est trop tôt, n'est pas encore envahie par les baigneurs. Vous faites ce qu'il ne faut pas faire, messieurs, dames. Oui, parce qu'à montant, la piétinant, vous allez accentuer l'érosion. Voilà. Il y a en moyenne 2000 personnes au jour en pleine saison, avec tout le lot d'incivilité que ça comporte, que ce soit les jets de mégots, de bouteilles, le non-respect des itinéraires tracés pour accéder à la plage. Du coup, dès leur arrivée, les baigneurs sont donc informés, en espérant qu'ils jouent le jeu, et apparemment, pour la plupart, ça marche. Pas aller piétiner dessus ou pas s'amuser à dégrader, aussi tout ce qui est les plantes à mon avis qui sont là aussi qui maintiennent les dunes. Surtout ne pas laisser de mégots, de canettes vides, etc. C'est tellement beau à l'état naturel qu'il faut absolument préserver ce site. Une nécessité car ce magnifique cordon dunaire, long de 13 km, est menacé à la fois par l'homme et la nature elle-même par l'érosion. Pour preuve, René, il vient tous les matins depuis 25 ans se baigner ici. Ça a changé à 90%, quoi, voilà, la plage. Oh, on allait à pied. Oh, pas loin de la bouée jaune, tout le bord du sable qu'on voit ici à 100 mètres. Vous voyez, là, au milieu, là. À pied? À pied, oui, à pied. Un constat qui heureusement n'effraie plus les protecteurs du littoral, car grâce à leurs efforts au fil des ans, le sable revient peu à peu redorer, redonner leur aspect d'antan aux dunes et à la plage de l'Espiguette. Les dunes et la bourse de Paris qui est en hausse comme une petite dune de 0,18% à l'heure qu'il est, à 3947 points. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo d'Evelyne Delia. À 20 h, Julien Arnaud. Et avant de se quitter, on va retourner à Gruissant, tout simplement, parce que les images de ces marais salants étaient particulièrement belles. Bon après-midi, restez au frais surtout et à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.